Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre projet de recherche sur lequel moi, Marie-Philippe Gill et Félix Blier, on a travaillé. Donc le titre de notre projet, c'est Predicting the Progression of Parkinson's Disease from Speech. Donc prédire la progression de la maladie de Parkinson à partir de la voix. Donc le problème sur lequel on a voulu travailler, c'est qu'en ce moment, la sévérité de Parkinson, c'est évalué avec un test qui s'appelle le UPDRS, le Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Puis ce test-là, ça ressemble à un questionnaire où il y a une centaine de questions, puis on répond à des questions. On répond des questions et après ça, on a des choix de réponse, puis ces choix de réponse-là, ils donnent des points entre 0 à 4. Donc, dans le fond, quand on répond au test, on a un score total à la fin, ça nous donne juste vraiment une photo de l'état des symptômes du patient pendant les 30 minutes que ça prend pour remplir le test. Puis c'est vraiment... les résultats du test sont très influencés par est-ce que le patient a bien dormi la veille, est-ce qu'il a pris un café avant de venir, est-ce qu'il a fumé une cigarette avant de venir. Donc, il y a beaucoup de choses qui affectent la gravité des symptômes du Parkinson. Puis, c'est un problème qu'on ait juste une photo. Il faut quelque chose qui soit capable de juger des symptômes sur une plus longue période ou par exemple à la maison. Donc, c'est ça la question, c'est qu'en est-il pour tous les autres jours de l'année? Comment le patient se sent quand il n'est pas pendant les 30 minutes de l'évaluation? Donc, la solution qu'on a voulu travailler, c'est enregistrer 42 patients atteints de la maladie pendant 6 mois. Puis ce qu'on enregistre, c'est que ces patients-là, ils vont prononcer une voyelle à de multiples amplitudes pendant 4 minutes. Donc, ils vont faire, par exemple, des choses comme ça pendant 4 minutes pour des voyelles. Et nous, c'est sur ça qu'on a travaillé pour notre ensemble de données. Donc, les objectifs du projet, on en avait 3. Le premier, c'est de comprendre le domaine du Parkinson et les caractéristiques vocales extraites, parce que c'est quand même un jargon médical et un jargon au niveau de la voix, comment on caractérise la voix. Les données qu'on avait, on ne savait pas du tout c'était quoi les colonnes. Ensuite, le deuxième objectif qu'on a travaillé, c'est analyser l'ensemble de données. Donc, faire des mesures de tendance centrale, regarder si on avait des données aberrantes, des choses comme ça. Et le troisième objectif, c'était de modéliser avec différents algorithmes d'apprentissage machine pour voir si on était capable de prédire avec des algorithmes le score qu'on allait avoir, que le patient y aurait au test. Pour les résultats plus vite qu'on a eu, c'est que notre conclusion, c'est que tenir des voyelles et en extraire des features vocales, ça offre des résultats très prometteurs pour prédire l'avancement de la maladie. On a eu des bons résultats. Et un autre fait très intéressant, c'est qu'il y a 15 sujets qui ont vu leurs conditions améliorées par rapport au début de l'étude. Donc, on va en parler un peu plus tard. Je vais vous montrer un graphique qu'on va pouvoir mieux comprendre. Donc, au niveau des méthodes qu'on a utilisées pour le projet, les données qu'on avait, c'était 16 paramètres vocaux, comme par exemple le jitter, le shimmer. C'est un peu dur de comprendre c'est quoi, mais c'est 16 features qui aident à caractériser la voix et à la comprendre. Donc, ça décrivait la durée, la fréquence et l'amplitude des signaux. On avait aussi l'âge et le sexe de chaque sujet, ainsi qu'un ID qui identifiait de manière unique le sujet sur lequel on avait enregistré les données. Et finalement, nos étiquettes, donc nos labels qu'on a utilisés, c'était le score total au test UPDRS, mais aussi le test UPDRS, il y a 4 parties. Il y a une partie qu'on l'appelle la partie motrice. Donc, on a aussi travaillé en essayant de prédire le motor UPDRS score et le total UPDRS score. Le score UPDRS, c'est vraiment plus concernant les aspects moteurs des symptômes, comme par exemple les tremblements, la voix, est-ce que c'est difficile de manger. Donc, c'est vraiment des symptômes moteurs qui sont évalués pendant cette partie-là du questionnaire. Donc,
juste pour que ça soit clair, les scores UPDRS, c'est vraiment une quantification en points de la sévérité des symptômes. Au niveau des algorithmes qu'on a utilisés, pour le pré-traitement, on a utilisé la standardisation et la normalisation. Donc, pour la standardisation, on change la distribution des valeurs et on s'arrange pour que la moyenne des features devienne 0 et que l'écart type devienne de 1. Pour la normalisation, c'est semblable, mais on ne force pas à changer la distribution des données. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on change l'échelle, donc le minimum et le maximum. On va le changer pour que toutes les valeurs soient entre 0 et 1. Puis ça, pour nous, c'était quand même intéressant parce qu'on avait une feature qui allait de 0 jusqu'à 255, tandis qu'on avait d'autres features que leur valeur maximale, c'était 10 à la moins 3. Donc, c'était quand même vraiment petit. Donc, on a voulu essayer ce pré-traitement-là et ça a donné des bons résultats. On va voir plus tard. On a aussi fait de l'analyse sémantique latente qu'on a appris dans le cours, donc LSA et K-means par la suite. Au niveau de la séparation des données pour nos ensembles, on a utilisé 80% de nos données totales pour l'ensemble d'entraînement et la validation. Et le 20% qui reste a été gardé pour le test, donc pour pas qu'on ait un biais dans nos données. Ensuite, pour la prédiction, on a utilisé un machine à vecteur de support, un SVR, donc pour faire une régression pour prédire un score en une donnée continue. Et on a aussi utilisé le Multilayer Perceptron, donc un MLP. Pour les mesures d'évaluation, on a utilisé l'erreur quadratique moyenne, donc le MSI. On a la formule du MSI en bas à droite, qui est en fait la moyenne de l'écart des erreurs au carré. Dans l'autre tableau, en fait, ça fait juste résumer quand est-ce qu'on a fait la normalisation et la standardisation. Donc, quand dans les résultats un peu plus tard, on va voir que ça va être écrit none, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait, les données sont originales. Quand on dit unscaled, ça veut dire qu'il y a juste la standardisation qui a été faite à la fin. Donc, output, c'est au niveau des labels et input, c'est au niveau des features. Donc, les normalized input, ça veut dire qu'on fait une normalisation en input et une standardisation en output. Et standardized input, ça veut dire qu'on a fait de la standardisation et pour les features et pour les labels. Donc, au niveau des résultats, on peut voir à droite, en haut, dans le graphique, que plus les sujets vieillissent, plus les scores au niveau du parti moteur augmentent. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre. Plus on vieillit, plus les symptômes la sévérité des symptômes augmente. Ensuite, on a trouvé dans le box plot à gauche qu'il y a une valeur aberrante pour l'âge, donc un patient qui a 36 ans. Et si on regarde les deux graphiques en bas, celui de gauche, le patient, au début de l'étude, il y avait un score de peut-être 22 au test UPDRS. Et 6 mois plus tard, quand l'étude est terminée, il y avait plutôt un score de 37. Donc, ça, c'est le comportement normal qu'on s'attendrait d'un patient dans l'étude, c'est-à-dire que ses symptômes deviennent plus graves avec le temps. Sauf que si on regarde à droite, il y a 15 patients qui, pendant l'étude, ils ont commencé avec une valeur UPDRS grande, comme par exemple 32 ici à droite. Et 6 mois plus tard, le score enregistré était plutôt de 22. Donc, dans le fond, ces symptômes se sont améliorés, il va mieux, le patient. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, l'hypothèse qu'on a derrière ça, c'est que la machine qu'on utilisait que les patients utilisaient pour enregistrer leurs données vocales, ça leur demandait de le pratiquer, donc peut-être que ça a servi comme thérapie pour les patients. Maintenant, je vais laisser la parole à Félix. Oui, donc pour faciliter l'analyse des caractéristiques vocales, on effectue une réduction de dimension à 2 dimensions. Pour ce faire, on a utilisé l'algorithme analyse sémantique latente. Le résultat sur un graphique 2D est présenté à droite. Chaque patient, dans le fond, chaque sujet est représenté par un petit point et son numéro d'identification se trouve en haut à gauche de chaque point. On a par la suite essayé de regrouper les sujets grâce à l'algorithme Comin. Chaque cas, chaque groupe est représenté par une couleur. On a par la suite vérifié si chaque sujet d'un groupe pouvait avoir un score UPDRS semblable. On a déduit que non,
les groupements ne sont pas reliés au score UPDRS, puisque, par exemple, le sujet 1 et 2 étant dans le même groupe, ont un score UPDRS assez différent. On a aussi effectué une matrice de covariance que vous pouvez voir à gauche. De cette matrice-là, on peut déduire qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont interreliées, puisqu'il y a beaucoup de cases rouges ou oranges qui représentent une interrelation assez élevée entre les données. On a fait un lien entre la matrice de covariance et le graphique LSA et commune. Dans le fond, on suppose que chaque groupe, dans le fond, les 4 groupes déduits par commune, ça veut dire qu'on pourrait, on pourrait réduire, dans le fond, le nombre de caractéristiques à 4. Donc, 4 caractéristiques, ça serait assez pour représenter les 16 caractéristiques. J'ai oublié de mentionner, dans le fond, pour commune, on essaie de trouver le meilleur cas, dans le fond, le meilleur paramètre cas, en essayant des cas de 1 à 10 et par une observation vocale, par une observation visuelle, on a déduit que 4 cas, c'était le meilleur paramètre. Je vais maintenant vous parler de l'algorithme d'apprentissage machine qu'on a effectué. Pour l'algorithme d'apprentissage machine, on a utilisé un perceptron multicouche sur 100 époques. Le résultat, dans le fond, de la meilleure apprentissage est représenté sur le graphique à droite. On peut voir que l'apprentissage est bon puisque la courbe est graduelle et se rapproche de 0. Il y a juste eu un léger, dans le fond, divergence environ de 80 époques, mais le tout s'est réglé. On a essayé de faire l'apprentissage machine sur différents paramètres. On a essayé de déduire le score moteur et le score total. On a aussi essayé d'intégrer l'identification du sujet ou de l'enlever. On pensait peut-être que l'algorithme aurait pu associer le numéro d'identification à un score, mais on a déduit que ça n'arrive pas, puisque les résultats sont semblables dans le tableau avec ou sans numéro d'identification. Et on a obtenu un résultat aussi bon pour le score moteur que le score total. Mais le meilleur résultat qu'on a obtenu, c'est pour un score moteur et avec le numéro d'identification du client. On a aussi essayé un algorithme d'apprentissage de type SVR, mais on a déduit que celui-là était beaucoup moins efficace, comme on peut voir dans le tableau en bas à gauche. Je vais maintenant vous présenter, dans le fond, qu'est-ce qu'on a appris durant notre travail et qu'est-ce qui resterait à faire comme analyse. Durant notre travail, on a déduit que les scores sont subjectifs aux patients. Donc, d'un jour à l'autre, un patient, c'est sûr que son score, il ne verrait pas beaucoup puisque l'analyse est assez... puisque la maladie, dans le fond, elle s'aggrave de jour en jour, mais pas extrêmement non plus. Donc, l'algorithme pourrait être utile, par exemple, à prévoir l'avancement de la maladie chez un patient. On a aussi déduit que avec la voix, on peut prédire différents éléments de la vie courante. Donc, avec seulement les caractéristiques vocales, on a réussi à trouver, dans le fond, environ le score total du patient. Donc, ça veut dire qu'avec seulement une caractéristique vocale, on peut déduire la maladie au total chez le client. Donc, par exemple, son état mental. Le papier, dans le fond, qui se base sur une base de données, il a utilisé aussi des modèles d'apprentissage machine et il a obtenu aussi un score très performant, même s'il a utilisé un autre type d'apprentissage machine. Donc, ça prouve aussi que ça prouve que c'est possible d'évaluer le score PDRS d'un sujet à partir d'un algorithme d'apprentissage machine. Pour résumer notre travail, on a découvert que l'âge a un impact sur le score PDRS. Donc, plus un sujet est vieux, plus il y a des chances que son score PDRS soit élevé. Ensuite, on a vu une tendance de caractéristiques vocales chez des groupes de sujets. Donc, on a vu qu'on peut réduire le nombre de caractéristiques jusqu'à 4, comparément à 16 dont le précédent papier utilisait. On a vu qu'on peut utiliser un algorithme d'apprentissage de type perceptron multicouche pour déterminer le score d'un patient à partir des caractéristiques vocales. Un SVR est aussi utilisable, mais est beaucoup moins performant.
Pour un futur travail, on pourrait essayer de déterminer si quelles caractéristiques qui sont les plus déterminantes comparément à d'autres. Par exemple, on pourrait déterminer lesquelles caractéristiques des 16 on pourrait réduire à 4. C'est ce qui termine notre travail. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.